Sur cette croissance verte, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, à mes yeux, ce n'est pas un oxymore. C'est une véritable notion hybride. Et en tant qu'agronome, chez nous, les agronomes, l'hybridation, c'est le résultat d'un croisement qui donne plus que les facteurs de départ. La croissance verte, c'est une hybridation avec cet effet de synergie importante. D'abord, c'est une vraie croissance. Hein. Les mots ont un sens. Croissance verte, c'est d'abord de la croissance. Donc c'est une nouvelle voie qui confirme la voie de l'économie traditionnelle capitaliste et de la nécessité d'une croissance. La conscience écologique, prenons l'exemple de la France, qui est née dans les années 70 avec René Dumont, qui, je signale au passage, est un agronome. Les citoyens ont entendu, ont compris la conscience écologique éveillée par René Dumont, mais ils ne l'ont pas totalement intégrée, car elle a été captée très rapidement par un mouvement politique. Il faudra que l'écologie politique se dissolve dans la politique, et c'est assez récent, pour que et droite et gauche se rejoignent, dans le cadre du Grenelle de l'environnement par exemple, pour créer un pontage et faire que cette conscience politique abonde l'ensemble de la société et des citoyens. Le green business qu'on l'on décrit aujourd'hui, moi je pense qu'il prend trois formes d'opportunités. D'abord les entreprises qui vont mesurer l'impact environnemental. Deuxièmement, les entreprises qui vont réparer l'impact environnemental. Et troisièmement, les entreprises qui vont intégrer l'impact environnemental. Alors je m'explique. Les entreprises qui vont mesurer l'impact environnemental, c'est tout un ensemble d'entreprises de services et de conseils qui vont tourner autour de l'éco-conception, du calcul des analyses de cycle de vie, le bilan carbone, et aussi toutes les entreprises qui vont travailler sur la finance carbone, la comptabilité carbone, les talons carbone. Donc c'est une nouvelle dimension de l'économie, un nouveau gisement de croissance et de création d'entreprises, plutôt dans le domaine du service et de la consultance. Dans un deuxième temps, les industries qui vont réparer l'impact environnemental. Là, il faut faire la distinction entre deux grandes familles d'industries ou d'activités. Il y a les activités de service à l'environnement, dans lesquelles la France est un leader mondial incontesté, historique, avec des groupes comme Veolia Environnement, Suez Environnement, Séché et quelques autres acteurs. La France s'est taillée une part très importante dans le secteur des services à l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'eau, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion des transports et évidemment les services à l'énergie. Mais il y a une deuxième composante dans cette catégorie qui relève des éco-technologies. Et là, la France, comme dans tous les domaines industriels et technologiques, la France doit prendre garde à ne pas prendre de retard dans le développement technologique des technologies de l'environnement. L'initiative du gouvernement de créer des pôles d'excellence ou des pôles de compétitivité nouveaux dans le domaine des écotechnologies est bienvenue, car si nous sommes un bon assembleur d'écotechnologies et un bon pourvoyeur de services à l'environnement, nous ne sommes peut-être pas aussi avancés dans les briques individuelles de ces technologies qui concourent à résoudre l'impact environnemental. Et la troisième famille d'activités du green business, c'est les industries qui vont intégrer la composante environnementale. C'est en fait toute l'industrie française. Alors comment cette industrie française va se comporter par rapport à la vague verte? Il y a celles qui vont être portées par cette vague verte et qui vont percer au niveau mondial en étant améliorées dans leur business, en ayant un effet de booster. On pense évidemment à la carte très importante que la France peut jouer en matière de nucléaire, avec ses champions mondiaux que sont Areva, EDF ou demain GDF et Total. On peut penser à l'hydroélectricité, dans laquelle la France est très avancée, bien évidemment aussi à la chimie verte. Et on pense aussi aux biocarburants, dans laquelle, puisque la France est une grande puissance agricole, la France bénéficie d'une avance, que ce soit dans le domaine du bioéthanol ou encore dans le domaine du biodiester. Mais il faudrait veiller à ce que nous ne
perdions pas la bataille des écocarburants dits de seconde génération qui, eux, seront encore plus performants économiquement. Il ne faut pas entamer un processus trop compassionnel vis-à-vis de ces craintes, de ces doutes, de ces rejets du progrès ou du risque. La nature, lorsqu'on relit Aristote, la nature est par définition incomplète, imparfaite. La nature a créé des maladies, des cataclysmes, et la grandeur de l'homme, dit Aristote, c'est d'améliorer cette situation, de rendre la nature parfaite et de compléter la nature. Je crois que la nature telle que l'utopie écologique pourrait la prôner est une nature que l'on rêve, que les urbains imaginent dans leur tête, voient parfois le week-end en allant à la campagne, mais dont ils ne connaissent pas les vraies contraintes et les vrais moteurs. Donc, nos leaders politiques ne doivent pas avoir une attitude trop compassionnelle vis-à-vis de ces doutes. Je crois que les vrais leaders, c'est ceux qui emmènent les pays, non pas là où ils veulent aller, là où les populations veulent aller, mais là où elles doivent aller. Et finalement, c'est aux gouvernants de rappeler le cap, même si évidemment ceux qui émettent les doutes, les craintes, les inquiétudes sont aussi ceux qui votent. Il faut savoir surmonter ces doutes, expliquer pourquoi il faut résister à ces tentations de repli et de régression pour continuer à progresser. Je ne jouerai pas mon rôle d'agronome si je ne saisissais pas l'occasion de cette question pour rappeler deux réalités incontournables qu'on oublie dans nos sociétés puisque nous vivons de plus en plus dans les villes. Je crois qu'on voit trop souvent l'agriculteur comme un producteur de risques, alors que dans la réalité de tous les jours, l'agriculteur est un réducteur de risques, puisque c'est l'agriculteur qui assure la nourriture, la production de la nourriture, et deuxièmement la maîtrise de l'espace et du paysage. L'agriculteur est un maillon indispensable à notre survie alimentaire, puisque quelque part c'est lui qui remplit le réfrigérateur. Ce n'est pas la grande distribution qui nous nourrit. Ce qu'il faut redouter, avant même la disparition des abeilles, qui, d'un point de vue agronomique, jouent un rôle évidemment fondamental, c'est redouter la disparition des agriculteurs. Un monde sans agriculteurs, demain, c'est un monde dans lequel la sécurité alimentaire ne sera pas assurée. C'est un monde dans lequel le paysage ne sera pas entretenu et dans lequel l'espace rural ne sera pas maîtrisé. Ce sont deux dangers majeurs. C'est un monde finalement où l'agriculture locale ne nourrirait plus les populations locales et où elle serait nourrie par l'intermédiaire de milliers ou de millions de bateaux qui sillonneraient le monde chargés de nourriture qui viendrait d'ailleurs. Et la deuxième évidence, c'est le rôle de l'eau dans l'agriculture. L'eau est un des premiers facteurs de production de l'agriculture. Les aliments que nous mangeons sont composés entre 50 et 100% d'eau, et nous en ingérons tous les jours. Alors, ce qui peut un peu choquer parfois le citoyen ou le consommateur, c'est l'usage que l'on croit que l'agriculture fait de l'eau. Et en tout cas, le mauvais usage que l'on croit qu'elle fait de l'eau. Prenons l'exemple de tous ces vacanciers qui descendent au mois d'août vers le sud de la France et rencontrent toutes ces cultures de maïs fortement irriguées, souvent même en pleine journée, et qui ne comprennent pas pourquoi on a des déperditions d'eau aussi importantes en plein soleil et pourquoi on irrigue du maïs en pleine journée. Le maïs qui n'est pas hydraté développe un stress hydrique. Ces systèmes de photosynthèse se bloquent dans ce cas-là et la croissance de la plante s'arrête instantanément. Et bien évidemment, je ne parle pas des phénomènes de dessèchement de la plante qui peuvent avoir lieu ensuite. Donc, si la plante arrête de photosynthétiser, elle arrête de croître, eh bien la production et le rendement va s'en ressentir instantanément. C'est donc la raison pour laquelle il faut nourrir, hydrater et arroser, irriguer le maïs de jour comme de nuit.